Les matins de France Culture, 6h46, tout de suite les enjeux internationaux, Thierry Garcin. Et rebonjour Marc Boucher. Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Banque asiatique d'investissement, sans jamais oser le demander, c'est maintenant avec votre invité Claude Meyer. Et grâce à notre invité Claude Meyer, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po, conseiller au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Également, on vous doit plusieurs ouvrages, mais surtout l'un tout à fait passionnant. Le dernier en date, c'est La Chine banquier du monde. Exact, oui. Et j'ai oublié l'éditeur. Fayard. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Alors, je vais tout de suite. C'est du joli. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Je vais vous demander pourquoi et comment d'ailleurs cette banque asiatique d'investissement sous la houlette chinoise. Alors pourquoi la Chine s'est lancée dans ce projet? Est-ce qu'elle nourrit une vision d'ensemble? Est-ce que ça participe de l'élargissement de sa sphère d'influence à la fois littorale, maritime et terrestre, continentale? Et puis aussi, on verra pourquoi les Européens et en particulier les Britanniques y ont été tout de suite adhérents et c'est intéressant. Il y a une date butoir bientôt, c'est juin. Tout à fait, pour les statuts. Pour les statuts. Pour une mise en orbite fin de l'année. Fin de l'année. Alors d'où vient cette idée chinoise? Alors, si on remet effectivement les choses dans le contexte économique et stratégique de l'Asie, on a d'un côté des besoins gigantesques de financement d'infrastructures qu'on estime à peu près à 800 milliards de dollars par an, dans le transport, l'énergie, les télécoms, etc. Et face à cela, on a donc des banques multilatérales, Banque mondiale, Banque asiatique de développement, qui n'en financent qu'une toute petite partie. De l'autre, il y a la puissance financière de la Chine, ses énormes réserves, plus de 4 000 milliards de dollars, les besoins de son économie, mais aussi ses ambitions stratégiques. D'où l'idée de cette banque multilatérale de développement consacrée au développement des infrastructures, qu'on va appeler BA2I, qui s'est donc créé en deux temps. D'une part, en octobre dernier, un protocole d'accord avec 21 pays asiatiques et à la date limite du 31 mars, ouverture à de nouveaux membres fondateurs, dont un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest. Alors vous me corrigez si ce n'est pas le cas, mais j'ai cru voir justement hier que la Banque asiatique de développement créée en 1966 et qui est toujours, si j'ai bien compris, présidée par un japonais, ce qui n'est pas neutre non plus, dont le siège d'ailleurs je crois est aux Philippines, Manille, elle-même aussi accueille des non-asiatiques. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de membres, notamment de pays développés. La distribution, je crois, c'est quand même en majorité des pays asiatiques, à peu près à 2/3. Et donc, les membres de cette nouvelle banque, membres fondateurs, on trouve bien sûr les pays asiatiques, 20 pays asiatiques, 37 pays au total de la région, 16 des puissances du G20. Avec une participation, il faut le signaler, massive de l'Europe de l'Ouest et de la Russie, mais pas des pays de l'Est. Avec des grands absents que sont le Japon en Asie et l'Amérique du Nord, États-Unis, Mexique, Canada, parce que les États-Unis ont des objections à la fois du point de vue stratégique, sans trop le dire, et aussi des objections réglementaires concernant cette banque. On y reviendra peut-être. Voilà. Alors, est-ce que c'est de l'intérêt de la Chine d'y accueillir à terme le Japon et les États-Unis? Alors là, Pékin dit qu'ils sont tout à fait ouverts. D'un autre côté, il faut pas se cacher que les bénéfices de cette banque pour la Chine sont multiples, mais il y a des éléments stratégiques. Les premiers bénéfices sont évidemment économiques pour les sociétés chinoises de BTP, etc., et aussi pour les routes des exportations chinoises. Il y a un intérêt également financier parce que ça va soutenir l'internationalisation du yuan et ça va lui permettre d'obtenir un meilleur rendement sur ses réserves financières. C'est une victoire diplomatique puisque les États-Unis avaient conseillé fortement à leurs alliés de s'abstenir. Et surtout, il y a des dimensions stratégiques. La première, en Asie, c'est de structurer en sa faveur l'ordre régional, à la fois sur le plan économique et financier. Donc diminuer l'influence du Japon, notamment à la Banque asiatique de développement, et plus largement supplanter les États-Unis de manière à avoir une hégémonie régionale.
Est-ce que c'est un très grand projet pour la Chine? C'est-à-dire, est-ce que c'est capital pour les décennies à venir? Ah, tout à fait. C'est comme ça d'ailleurs que les chercheurs chinois ou les diplomates, etc., présentent ce projet qui va structurer les 4-5 décennies à venir. Et évidemment, ça sert non seulement pour les ambitions régionales de la Chine, mais également contribuer pour la Chine à un ordre mondial multipolaire, notamment au niveau du système financier, qui donc est dominé par les États-Unis et l'Europe après les accords de Bretton Woods. Et la Chine, d'une certaine façon, est fatiguée d'attendre, par exemple, la bonne volonté du Sénat américain pour valider la répartition des droits de vote au FMI qui a été votée en 2010. Oui, c'est ça. Et c'est les sénateurs américains en 2010 qui... Et donc, finalement, elle estime que, maintenant, eh bien, elle se fait elle-même la place qu'elle estime légitime face à cette hégémonie occidentale et américaine en particulier. C'est un signe d'autonomie macroéconomique mondiale. Absolument, absolument, avec quand même des ambitions à terme qui sont celles, effectivement, d'un nouvel ordre financier. Alors, elle est asiatique, Claude Meyer, et j'ai vu qu'évidemment, elle favoriserait, au moins sur le papier, à terme, le rayonnement, l'épanouissement, la diffusion des intérêts chinois sur tout le littoral Asie-Pacifique si vaste et si riche. Et en même temps, il y a cette idée de desserrement continental, c'est-à-dire d'utiliser les différentes routes de la soie qui vont à l'intérieur du continent. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a géographiquement et géoéconomiquement et géopolitiquement une sorte de limesse sur le plan géopolitique, de limesse de la Chine. Elle est presque dans des confins. Absolument. Alors effectivement, là, il faut mettre en relation cette nouvelle banque BA2I avec deux autres projets que sont d'une part le fonds, alors là purement chinois, le fonds d'infrastructure de la route de la soie, ou plus exactement des routes de la soie, puisque il y a une route terrestre et une route maritime que la Chine veut mettre en œuvre au niveau des infrastructures. Et ça, ce fonds existe pour le fonds pour les routes de la soie? Il vient d'être lancé et le premier pays bénéficiaire serait, après la visite donc du Premier ministre pakistanais, serait effectivement le Pakistan. Mais les détails ne sont pas très clairs et on a l'impression à certains moments que les deux se chevauchent. Le deuxième projet, c'est déjà un petit peu ancien, 1 an et demi, c'est la Banque de développement des BRICS, Brésil, Russie, etc. Afrique du Sud. Oui. Donc, si on met tout cela en rapport, ça veut dire que tant pour les grands pays émergents que pour l'Asie en développement, d'une certaine façon, la Chine s'efforce de contourner les institutions occidentales pour se doter d'instruments mieux adaptés que la lourdeur, notamment des procédures de ces banques de développement ou du FMI, etc., les souvenirs amers qui sont restés, et surtout l'influence occidentale sur ces institutions. Alors c'est une banque, Claude Meyer, donc avec quel capital va-t-elle partir et quel est l'argent qui est à la fois déjà convoqué et qui est espéré? Alors, donc, le capital de départ est de 100 milliards de dollars, il sera appelé en plusieurs fois. À ce stade, et je souligne à ce stade, la Chine aurait 50%, pratiquement, mettrait donc la moitié, enfin 49%. Et donc la question se pose exactement de la répartition du capital. D'une part, la participation de la Chine, 49%, est-ce que ça évoluera? Et deuxièmement, la part, par exemple, des pays non asiatiques. Donc il est prévu que les pays non asiatiques, de toute façon, n'auront que 25% du capital. Donc auront-ils un siège, notamment l'Europe, au conseil d'administration? Ça, c'est à voir. Alors la Chine se défend et elle a fait pression auprès des Européens pour dire qu'elle n'a pas du tout l'intention d'avoir un droit de veto implicite par sa participation, ça reste à voir. Et donc même d'une certaine façon, dans certains pays asiatiques, il y a une suspicion, une méfiance de crainte quand même que ça soit un instrument de politique étrangère pour la Chine, notamment en Inde, en Indonésie, en Malaisie. Et le point clé, ça va être évidemment la question de gouvernance. C'est-à-dire en fait l'administration, l'économie interne de l'organisation. Et s'il doit y avoir concurrence avec Banque asiatique de développement ou Banque mondiale, je ne crois pas que ce soit sur les montants, sur les projets, parce que les besoins sont immenses, mais ça sera effectivement sur les procédures d'octroi des prêts.
La question, c'est de savoir s'il y aura, par exemple, transparence des appels d'offres, lutte contre la corruption, etc. Et surtout, est-ce qu'il y aura conditionnalité des prêts, des sauvegardes, en fonction de l'impact géographique, par exemple déplacement des populations et indemnisation, de l'impact social, environnemental, etc. Et l'attitude de la Chine, par exemple en Afrique, effectivement, fait craindre que ce ne soit pas nécessairement toujours le cas. Alors, juste une chose, et très rapidement pour terminer, les Européens, l'Angleterre, le Royaume-Uni étaient tout de suite allants, et puis il a donné le signal de départ pour d'autres Européens qui sont entrés dans la France, dans les pays fondateurs. Oui, donc là, la Grande-Bretagne effectivement a donné le signal, le lendemain ou surlendemain, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc pratiquement toute l'Europe de l'Ouest, à l'exception de l'Irlande et de la Belgique, sont membres de cette banque. Quel intérêt ? Évidemment, les contrats à venir, et puis de renforcer la présence dans la zone la plus dynamique au niveau de la croissance pour les décennies à venir. C'est encore une fois d'ailleurs une mésentente entre, on va dire, l'Europe occidentale d'hier et les États-Unis. Les rapports transatlantiques sont mis à mal. Absolument. Et là, les États-Unis ont été quand même particulièrement maladroits et maintenant se retrouvent quand même extrêmement isolés. Mais ils ont une autre carte face à ça, c'est celui du TPP, du partenariat transpacifique, où là, c'est un peu l'inverse. La Chine... C'est une zone de libre-échange ? Voilà, la Chine n'en fera pas partie, sans doute, bien que ce soit ouvert, mais elle ne remplit pas les conditions, notamment d'économie de marché, etc., que ça requiert. Et donc là, je dirais, sur le plan du commerce et du libre-échange, bon, les États-Unis gardent un rôle de leadership. Mais sur le plan financier, là, c'est un succès incontestable de la Chine. Tout ça est tout à fait passionnant, Claude Meyer, pas seulement pour des raisons économiques, mais on le voit pour des raisons aussi géopolitiques mondiales. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, que vous êtes conseiller au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et puis on peut envoyer à votre livre très utile, moi j'ai beaucoup pioché dedans souvent, ce qui est La Chine, banquier du monde, chez Fayard, franceculture.fr pour écouter l'émission et pour la télécharger. Nous parlerons d'ailleurs du Kazakhstan lundi à propos d'une présidentielle, on restera d'une certaine façon en Asie. Merci à vous, Thierry Garcin. Passez une bonne fin de semaine. Et bien sûr, donc, franceculture.fr pour écouter, télécharger les enjeux internationaux. J'ai oublié, j'avais le papier sous les yeux. Oui, non, mais vous oubliez tout aujourd'hui, je vois bien. Le partenariat. On est vendredi, c'est vendredi. Je suis déjà en vacances. Ce partenariat avec donc des enjeux internationaux avec le dessous des cartes, demain sur Arte à 19h30. Important aussi le deuxième volet consacré au gaz de schiste.